lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, en fait, on parle de plusieurs choses. On parle d'abord des quantités d'aliments disponibles. Est-ce qu'il y a de quoi manger? On parle ensuite de la qualité de ces aliments. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont contaminés par des aflatoxines ou contaminés par des listeria? En quel cas, ils ne contribuent pas à la sécurité alimentaire. Est-ce qu'ils, et c'est désormais plus subtil, est-ce qu'ils peuvent contribuer à un régime favorable à la santé, donc à une bonne nutrition? Donc ça, c'est l'aspect qualité. On parle de l'accès, c'est-à-dire est-ce que physiquement on a accès à cette alimentation? Quand on est dans une zone en guerre, par exemple, on n'a plus accès à l'alimentation. Donc il y a des gens qui ont faim parce qu'ils sont dans des zones en guerre. On n'arrive pas à leur apporter l'aide alimentaire, on n'arrive pas à apporter les biens nécessaires. Et puis, accès économique, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une famine, comme le disait Amartya Sen, c'est pas forcément qu'il n'y a pas assez à manger, c'est que certaines personnes n'ont pas assez à manger, parce qu'elles ne peuvent pas, du fait de leur pauvreté, acheter les denrées nécessaires. Et enfin, un nouveau facteur désormais intervient en matière de sécurité alimentaire, c'est la régularité ou l'irrégularité. Donc liée soit à la saisonnalité dans certaines zones du monde encore, où on ne sait pas faire de stock et on n'arrive pas à avoir de richesse pour acheter, soit désormais plus couramment liée au changement climatique, donc aux accidents climatiques, soit liée à la volatilité des prix, donc aux nouveaux phénomènes, vous savez, de prix qui montent et qui descendent comme des yo-yo lorsqu'il y a une tension sur les marchés. Donc la sécurité alimentaire, c'est tout ça à la fois. Est-ce qu'il y a assez à manger? Est-ce que c'est de qualité? Est-ce que j'ai un accès économique et physique? Et est-ce que j'ai une certaine régularité? C'est est-ce que je mange régulièrement à ma faim? Alors le sujet, c'est bien que la population du monde continue d'augmenter et devrait continuer d'augmenter jusque dans les années 2050, d'après les démographes, que le développement économique fait qu'il y a de plus en plus de demandes alimentaires, c'est-à-dire dans les pays qui se développent, en Asie ou ailleurs, la demande alimentaire augmente et ils demandent à avoir accès à des produits d'origine animale. Donc ça nécessite plus de produits végétaux pour nourrir les animaux, puisqu'il y a un coefficient de transformation entre les deux. Ça peut être 3 calories végétales pour une calorie animale, jusqu'à 8 à 10 selon les animaux produits. Donc vous voyez bien que tout ça, ça concourt à augmenter la demande alimentaire mondiale fortement. Donc le sujet, ça va être comment, sur la planète, on peut produire cet aliment supplémentaire, ces aliments supplémentaires, tout en respectant la durabilité des ressources nécessaires, le sol, l'eau, la biodiversité, tout en assurant une alimentation de qualité, donc du point de vue sanitaire et nutritionnel, et accessible du point de vue des prix et de la régularité. Et selon où on est, on voit bien que les facteurs limitants ne sont pas toujours les mêmes, mais au fond, anticiper, c'est bien ça, c'est d'identifier les facteurs limitants. Est-ce que ça va être les pertes et gaspillages? Est-ce que ça va être l'évolution des régimes alimentaires? Est-ce que ça va être le manque de stock alimentaire qui encourage la volatilité des prix? Est-ce que ça va être la pauvreté, donc la lutte contre la pauvreté qui va être la priorité? Ça va dépendre des endroits et des moments, mais il faut d'abord avoir un bon diagnostic de quels sont les facteurs limitants dans telle ou telle zone. Alors la science, en fait, ou la recherche, est là pour essayer d'anticiper, puisqu'au fond, on met du temps pour faire une recherche, pour découvrir quelque chose, pour mettre au point une nouvelle variété végétale. C'est, disons, entre 7 et 8 ans. Donc si vous avez une nouvelle maladie qui arrive, 7 et 8 ans, c'est long. Ça peut détruire, souvenez-vous de l'épisode du phylloxéra sur la vigne. Enfin, donc, il faut être conscient qu'en recherche, on a des temps de réaction lents pour arriver à innover dans les innovations vraiment radicales. Et donc, il faut toujours se demander quelles sont les évolutions futures potentielles et au fond, quels sont les sujets sur lesquels il est important de se préparer parce qu'on a anticipé que ce serait une question réelle. Je vous donne l'exemple du sol. Les sols, chaque année dans le monde, désormais, on perd 10 à 20 millions d'hectares de terres cultivables. 10 à 20 millions d'hectares, c'est très important. Donc, ça peut être par l'urbanisation, ça peut être par l'imperméabilisation, ça peut être du fait du sel, parce qu'on pompe de l'eau saumâtre et on envoie du sel sur les terres qui détruisent la vie dans les sols.
Ça peut être du fait de baisse de matière organique dans les sols, ça peut être à cause de l'érosion. Et chaque fois, il faut se demander quelles sont les manières, par la recherche, de lutter contre ces phénomènes potentiels. Alors on a diverses réponses. Désormais, on sait à peu près mesurer la vie dans un sol. Comment suivre l'évolution des sols, comment avoir une alerte suffisamment tôt pour intervenir sur la stimulation de la vie dans des sols. Vous voyez, on anticipe un peu les sujets qui seront importants pour l'avenir. Et après, l'idéal, c'est de découvrir ce qu'il faut pour trouver la solution. Enfin là, je suis déjà dans l'histoire d'après. Pour moi, oui, il faudra évidemment des paysans pour nous nourrir. Alors il en faudra peut-être un moins grand nombre parce qu'ils produiront plus sur une superficie donnée. Mais oui, il faudra des paysans pour nous nourrir parce que l'acte de production à partir de la terre, ça demande un vrai savoir-faire. Ça demande de connaître le produit, de connaître le terroir, de connaître les saisons. Et ça s'appelle un métier.